He posted an image of himself looking all sad to CM Punk and said, "Y'all win," with a middle finger. Ooh. I'm out of SmackDown. I'm out of WWE. Deuces. Ooses. Imaginez un héros d'équipe de mi-carte brisant le plafond de verre de la WWE, entrant sous les projecteurs, puis faisant ses adieux au ring lors d'une nuit qui restera gravée dans l'histoire. Cette nuit-là, un samedi à Salt Lake City, Jey Uso affronta un adversaire qui allait changer le cours de la compagnie, et il ne lutta plus jamais. Lors du main event, un championnat vacant de la WWE World Heavyweight était en jeu, et le rival du vétéran, le légendaire Stone Cold, celui qui allait enfin porter le coup décisif, quitta l'arène en tant que champion, scellant un moment que les fans débattent encore aujourd'hui. De ses débuts modestes en tant qu'un des jumeaux à Noé, né à seulement 9 minutes d'intervalle et élevé par un père ancien champion intercontinental, à une carrière qui a défié toutes les attentes, l'histoire de Jey Uso est un témoignage de persévérance. Attachez vos ceintures alors que nous analysons le combat épique qui mit fin à une carrière et redessina le paysage de la WWE, et explorons les conséquences émotionnelles de sa retraite après ce main event inoubliable. Dans la vaste et scintillante arène du catch professionnel, l'ascension d'un compétiteur de mi-carte vers le domaine lumineux du main event est aussi rare qu'une comète aperçue depuis la Terre. Pourtant, lorsque cette ascension se produit, elle devient une histoire à raconter, une narration qui redéfinit les limites du possible. Telle est l'histoire de Joshua Samuel Fatu, connu de millions de fans sous le nom de Jey Uso. Du jumeau issu d'une lignée de catcheurs célèbres à un champion à part entière, le parcours de Jey est un témoignage de persévérance, d'héritage et d'un désir inébranlable de briser le plafond de verre qui confine souvent les catcheurs de mi-carte dans l'ombre des projecteurs. Joshua est né le 22 août 1985, dans la ville animée de San Francisco, Californie, à seulement 9 minutes de son frère jumeau Jonathan. Leur nom de famille Anaoi était déjà un étendard dans le monde du catch, tissé des fils de légendes tels que Yokozuna, The Rock. Il s'est inscrit à Escambia High School, où son athlétisme s'est transformé en une présence redoutable sur le terrain de football. La trajectoire semblait évidente. La prochaine étape logique était de transposer cette puissance physique à l'université. Il a fréquenté l'université de West Alabama de 2003 à 2005, où il a joué comme linebacker pour l'équipe universitaire. Le staff d'entraîneur, dirigé par Sam McCorkell, imaginait pour lui un avenir dans le football professionnel. Une voie que beaucoup considéraient comme une progression naturelle pour un jeune athlète de sa stature. Pourtant, au fil de la saison, il est devenu évident que le terrain de football n'offrait plus la satisfaction qu'il recherchait. Joshua a commencé à ressentir un appel vers le ring, réalisant que son destin ne se limitait pas à un seul sport. Au cours des années suivantes, Joshua et Jonathan se sont retrouvés à travailler dans un magasin de déménagement. Un emploi modeste qui les gardait les pieds sur terre tandis que le rêve de la lutte persistait dans leur esprit. C'est là qu'ils ont été présentés à leur oncle, Umaga, qui est devenu un mentor et un guide. Sous sa tutelle, les jumeaux ont entamé un entraînement formel à la lutte, combinant la discipline rigoureuse de la salle de sport à l'art de la performance. En 2007, Jey et son frère sont montés sur le ring pour la première fois, participant à la World Extreme Cage Fighting, une promotion qui servirait de tremplin. Leur présence à la WEC a rapidement été suivie par des apparitions dans la National Wrestling Alliance, et ces premiers combats leur ont permis d'affiner leur technique, d'apprendre les subtilités du timing et de développer une complicité avec le public née à la fois de leur alchimie familiale et de leur passion commune pour le spectacle. Leur réputation naissante a attiré l'attention du système de développement de la WWE. Joshua et Jonathan ont été invités à la Florida Championship Wrestling FCW, l'équipe de formation de la WWE où les futures stars perfectionnent leurs compétences. C'est là qu'ils ont adopté le nom Uso, reflétant à la fois leur héritage et leur identité collective en tant qu'équipe. Leur début à la FCW en 2007 a été marqué par une démonstration électrisante dès l'élan pris à la FCW fut suffisant pour que la WWE les élève au roster principal. En mai 2010, lors d'un épisode de RAW, les Usos firent leur début télévisé. Ce fut un moment empreint de tradition et d'attente. Le duo affronta la Hat Dynasty, une équipe redoutable qui surfait déjà sur une vague de popularité, et ils se retrouvèrent sous l'aile de la manager Tamina, une alliance stratégique qui leur permit d'intégrer une narration plus vaste. Pourtant, les premiers jours de leur carrière sur le roster principal furent marqués par la frustration et les revers. Les défaites face à la Hat Dynasty furent rapides, et l'élan qui aurait pu les propulser fut freiné par un manque de soutien managérial et la perception qu'ils n'étaient que de simples figurants du milieu de cartes. Au printemps 2012, les Usos retournèrent dans l'arène de développement de la WWE NXT, où ils se retrouvèrent à perfectionner une nouvelle version de leur style. Leurs victoires là-bas furent le prélude à leur apparition à WrestleMania 28, où ils concoururent pour le RAW Tag Team Championship lors d'un match palpitant en pré-show. Bien qu'ils échouèrent, la performance fut une leçon cruciale sur la persévérance et l'adaptation. Jey et son frère étaient encore en train de construire une marque qui pourrait les soutenir au-delà de la division par équipe. Un tournant survint en 2013,
lorsqu'ils adoptèrent une nouvelle identité visuelle, le maquillage tribal sur le visage. Ce geste audacieux était plus qu'un changement stylistique. C'était une reconnexion à l'héritage Anoa'i, une déclaration qu'ils étaient plus que la somme de leurs défaites. Le maquillage ajouta une touche, une aura de mystère, et redéfinit leur présence sur le ring. Ce changement revitalisa leur performance, culminant dans un moment historique en 2014 lorsque Jey Uso et son frère remportèrent le WWE Tag Team Championship pour la première fois de leur carrière. Leur règne fut marqué par des défenses à enjeux élevés, dont une victoire notable en pré-show de WrestleMania 30 contre les Real Americans, Los Matadors et The Real Americans. Pourtant, le monde des équipes est fait de cycles. Et en septembre de cette année-là, le partenariat a ravivé une intensité qui manquait à la division par équipe à cette époque, une division qui était engluée dans la stagnation et un manque de direction de la part des équipes créatives de la WWE. Leurs affrontements contre le New Day en 2015 et 2016 témoignaient de cette ère de renouveau dans la narration des équipes. Qu'il s'agisse d'un match au Royal Rumble en 2016 ou d'une série de rencontres avec les Dudley Boyz, les Good Brothers et American Alpha, les Usos ont offert des performances qui ont ravivé l'intérêt pour la division et l'ont maintenue dynamique. La dynamique a de nouveau changé en septembre 2016 lorsque les Usos sont devenus des Hells, adoptant une approche plus agressive et stratégique dans leurs matchs. Leur élan a culminé le 21 mars 2017 lors d'un épisode de SmackDown où ils ont remporté le SmackDown Tag Team Championship, devenant la première équipe à détenir à la fois les titres RAW et SmackDown. Ce règne double a été consolidé par un Hell in a Cell mémorable lors de l'événement éponyme en octobre, un combat qui a tenu les fans en haleine et a mis en valeur la capacité des Usos à porter des intrigues à concept élevé avec vigueur. Cependant, le chemin vers la grandeur durable n'est jamais linéaire. Au début de 2018, des problèmes juridiques hors écran ont forcé Jey à une période d'exil de certains marchés, notamment le Canada. Cette interdiction menaçait de freiner une étoile montante, mais elle soulignait aussi une vérité plus large. Le monde du catch est autant une affaire de business et de politique que de performance sur le ring. Malgré les restrictions, le talent et le charisme de Jey lui ont permis de revenir sur le ring à temps pour WrestleMania 34 en avril 2018. Là, il a défendu les titres par équipe contre le New Day et les Blue John Brothers, obtenant un moment historique à WrestleMania qui a élevé son statut au-delà du domaine des équipes. L'année suivante, les Usos ont de nouveau remporté le SmackDown Tag Team Championship lors de l'événement Elimination Chamber du 17 février 2019. Pourtant, leur règne fut de courte durée, et le 9 avril 2019, ils ont perdu face aux Hard au fil des années. Jey Uso est passé à la compétition en solo, se taillant une place unique dans les intrigues en constante évolution de la WWE. Son charisme, associé à une capacité innée à établir un lien avec le public, lui a permis de surmonter les défis d'un parcours solitaire. Il s'est retrouvé dans des matchs qui ont mis à l'épreuve son endurance, sa technique et sa détermination, affrontant des adversaires allant de The Rock à Daniel Bryan, de Brock Lesnar à Shinsuke Nakamura. En 2022, la performance de Jey au Royaume-Uni a rendu hommage à ses racines Anoa'i, alors qu'il affrontait un vétéran comme The Rock dans un match qui était à la fois un hommage personnel et un triomphe professionnel. Bien que sa carrière en solo n'ait jamais éclipsé la grandeur d'une course au titre en main event, elle a renforcé son héritage en tant qu'artiste polyvalent capable de briller seul aussi bien qu'en équipe. Le dernier chapitre de la carrière de Jey Uso s'est déroulé dans une ville qui a accueilli d'innombrables légendes du sport, Salt Lake City. C'est lors d'une émission de Saturday Night's Main Event que l'histoire a atteint son apogée. Dans un retournement de situation inattendu, Jey affrontait The Undertaker, un moment où il est entré dans un match de haut niveau que beaucoup attendaient comme une déclaration déterminante de sa carrière. Interesting part, people. We see a video of Jey Uso right here, sitting, all sad. Oh my god, Le match en lui-même était un spectacle, un témoignage de l'habileté durable de Jey et de sa capacité à divertir un public qui avait suivi son parcours depuis des débuts modestes jusqu'au sommet de la reconnaissance dans le catch. Pourtant, lorsque la cloche finale a retenti, le récit a changé une dernière fois. Lors d'un match ultérieur, un nouveau champion The Rock est sorti victorieux, mais dans un rebondissement imprévu, c'est un autre champion qui a saisi l'instant, un champion qui allait s'emparer du titre vacant de WWE World Heavyweight Championship en battant Jey Uso. La défaite fut difficile, et elle a marqué la fin d'un chapitre qui s'étendait sur des décennies. Dans le calme qui a suivi cette perte, Jey Uso a affronté le public et le monde avec une décision qui allait résonner dans la communauté du catch. Il allait prendre l'histoire de Jey Uso, donc, n'est pas simplement un récit de matchs gagnés et perdus, c'est la chronique de l'héritage durable d'une famille, des liens forgés dans la fraternité jumelle, et d'un catcheur qui a refusé d'être confiné. Son parcours illustre que la mid-card n'est pas seulement une étape intermédiaire, c'est une rampe de lancement pour ceux qui osent rêver au-delà des limites des projecteurs. Alors que le monde du catch avance, l'héritage de Jey Uso continuera d'inspirer de nouvelles générations, leur rappelant que la persévérance, l'héritage et le refus d'accepter les limites peuvent transformer un humble début en triomphe légendaire.
La poussière du ring de Salt Lake City s'accrochait encore aux bottes de Jey Uso alors que les lumières s'éteignaient et que les acclamations de la foule s'estompaient dans un silence solennel. Son annonce avait ressemblé à une lueur tranquille après une tempête, un doux clin d'œil au chemin qui l'avait mené d'une arrière-cour de San Francisco au plafond voûté des plus grandes scènes de l'histoire du catch. Dans les jours qui suivirent, les échos de ces paroles résonnèrent dans les couloirs de la WWE, suscitant des chuchotements qui commencèrent à tisser la tapisserie d'une carrière s'étendant sur des décennies. Ce n'est pas dans ce moment de finalité que le voyage de Jey avait trouvé ses racines, mais dans les années qui l'avaient précédé, une époque de labeur acharné, d'alliances inattendues et de batailles féroces contre le poids de la tradition. Après la draft de 2019, les frères Uso réintégrèrent la division Raw, leur détermination forgée en une lame plus aiguisée que jamais. Ce retour ressemblait à une seconde naissance. Jey et Jimmy avaient déjà goûté à la victoire au Royal Rumble et à SummerSlam, mais le chemin à venir était semé d'obstacles que seul le courage inné des frères pouvait surmonter. La blessure de Jimmy, grave et choquante pour le monde entier, força Jey à endosser un rôle qui était à la fois un manteau et une épreuve. L'alignement de Jey avec la Bloodline n'était pas une affaire de poignée de main ou de contrat, c'était une révolution culturelle. Il est entré dans le ring de Roman, un lieu qui portait le poids du leadership et une promesse de destinée. Le credo de la Bloodline, que les dieux du catch avaient choisi une lignée qui leur était propre, ressemblait à un lourd manteau que Jey portait avec dignité, mais aussi avec une question persistante sur ce qui se trouvait au-delà du serment. Au moment où Roman s'est proclamé nouveau champion dans un match qui deviendrait un point pivot, la loyauté de Jey envers la famille Uso est restée inébranlable. Il s'est battu comme un pilier de la Bloodline, mais son cœur a toujours gardé une protestation silencieuse. L'ascension de la Bloodline lui a donné une aura, mais le chemin n'était pas fait de triomphe pur. À un moment donné, Sami Zayn, l'homme qui trahirait plus tard l'autorité de Roman, est apparu aux côtés de Jey, rappel silencieux que même les plus puissants peuvent devenir prisonniers. L'alliance de Sami apportait avec elle une histoire commune de manipulation et un désir farouche de reprendre le contrôle. Une éthique qui résonnait avec le propre parcours de Jey, de frère loyal à force indépendante. L'histoire de la trahison avec Sami Zayn n'était pas simplement un rebondissement. C'était le reflet des propres luttes des frères. C'était le moment où la famille Uso ne pouvait plus compter sur les anciens codes et devait redéfinir son identité. La main de Jey pour aider Sami à échapper aux griffes du lavage de cerveau de Roman est devenue un acte silencieux de solidarité, et c'est cette solidarité qui lui a valu de retrouver sa place parmi l'American Nightmare et le reste du roster. C'était aussi un tournant qui a permis à Jey de se débarrasser du stigmate d'un alignement de méchants, et de devenir un homme capable d'entrer dans un match de Wargame avec la confiance née d'avoir regagné le respect de ses pairs et des fans. L'évolution de la Bloodline elle-même, ses membres, sa façade trompeuse et l'arène des Wargames, a constitué un fil narratif que Jey a tissé à travers au cours des mois qui suivirent. L'ambition de Jey se transforma en une concentration laser sur le titre mondial. Il participa à un match d'échelle à Backlash, défiant Damien Priest pour le titre de champion du monde poids lourd. L'affrontement fut électrisant, une démonstration d'agilité aérienne face à la force brute. Bien que le combat se soit terminé par une défaite, cela n'a pas atténué la flamme dans les yeux de Jey. Il avait déjà goûté à la douce victoire du championnat intercontinental et ressenti les répercussions de ses triomphes à travers le paysage de la WWE. Chaque défaite n'avait fait qu'ajouter à la complexité de son histoire, façonnant un récit de persévérance qui transcendait les résultats des matchs eux-mêmes. Le chemin vers sa retraite était pavé de moments qui avaient mis à l'épreuve à la fois sa prouesse physique et sa résilience émotionnelle. Au Royal Rumble 2023, Jey entra en 20e position, un numéro qui semblait arbitraire dans un champ rempli de légendes et de étoiles montantes. Pourtant, la nuit où il sortit victorieux, survivant à CM Punk, Drew McIntyre, Roman Reigns, Seth Rollins et John Cena, le ring sembla pencher en sa faveur, reflétant l'aboutissement d'années d'efforts acharnés. La victoire ressemblait à une promesse, un vœu que les portes de la possibilité resteraient ouvertes. Pourtant, même après cette victoire historique, l'ambition de Jey ne s'arrêta pas au Royal Rumble. Il continua à défier pour le championnat du monde poids lourd lors du main event de Saturday Night's Main Event à Salt Lake City. Le titre vacant était un trône vide qui portait une promesse, un symbole de la nouvelle ère du catch. Le combat fut une collision à enjeux élevés entre des puissances. Punk, un homme dont le passé à la WWE était parsemé de drames et de controverses, affronta Jey dans un match qui déciderait finalement qui serait couronné nouveau champion du monde. La bataille se déroula avec une intensité que seul un véritable icône pouvait rassembler. Jey commença par une rafale d'étranglement à deux mains, une prise signature qu'il avait autrefois menée à la victoire contre C dans les derniers instants. Punk exécuta sa prise de finition emblématique, un crossbody dévastateur qui frappa Jey avec la force d'une vague qui s'effondre. L'impact fit trembler le ring, et le corps de Jey toucha le tapis dans une démonstration qui semblait être à la fois une fin et un commencement. Punk s'empara du titre vacant, le brandissant comme un trophée qui représentait non seulement une ceinture mais l'aboutissement de son propre long combat pour la reconnaissance. Pour Jey, ce moment ressemblait à la fermeture définitive d'un chapitre.
Un chapitre qui s'étendait déjà de ses premiers jours en tant qu'enfant dans la famille USO jusqu'à l'aboutissement d'une vie consacrée au sport. Après le match, alors que l'adrénaline de la victoire pulsait encore dans les veines de Punk, j'ai fait une marche silencieuse dans l'allée, ses pas délibérés et mesurés. Il s'approcha du micro, le même qui avait porté les mots de son frère depuis le début de sa carrière. À cet instant, il se rappela les innombrables nuits passées à la salle, les séances d'entraînement tardives avec Jimmy, et les innombrables combats où ils s'étaient battus côte à côte, une paire de frères qui avaient affronté les tempêtes d'une industrie du catch à la fois ancienne et nouvelle. Les mots qui suivirent étaient simples mais profonds. Il parla de l'honneur qu'il avait trouvé dans chaque match, de la fierté sur le ring, et de l'amour des fans qu'il avait porté à travers chaque revers. Il dit au monde que le Saturday Night Main Event serait le dernier chapitre, qu'après la dernière cloche il raccrocherait ses bottes pour toujours. La décision de prendre sa retraite ne venait pas d'un seul moment de fatigue, mais d'une accumulation d'expérience. L'histoire qui s'était déroulée depuis 2019, son alignement avec Roman Reigns, sa participation au Bloodline, ses victoires de championnat, les trahisons et la réunification finale, était le témoignage d'une vie passée à poursuivre l'excellence. Chaque étape, du retour après la blessure de Jimmy à la direction d'une équipe babyface dans les Wargames contre la fausse version EL du groupe, ajoutait une couche de profondeur à son récit, l'histoire d'un frère qui s'est élevé des racines de sa famille jusqu'au sommet du sport, et qui a choisi de clore sa saga selon ses propres termes, est devenu une légende durable. C'était un récit qui rappelait à tous que même les plus grands artistes trouvent leur propre rythme, et que parfois l'histoire la plus puissante est celle qui se déroule en silence, dans l'espace après les derniers applaudissements. Les lumières du ring commencèrent à vaciller alors que le public de la nuit réfléchissait à la signification de l'instant. C'était un moment de transition, la fermeture d'un chapitre et l'ouverture d'un nouveau. Alors que Jay s'éloignait de la scène, les échos de son parcours résonnaient bien au-delà des limites de la WWE. L'histoire d'un frère qui s'est élevé des racines de sa famille jusqu'au sommet du sport, et qui a choisi de clore sa saga selon ses propres termes, est devenu une légende durable. C'était un récit qui rappelait à tous que même les plus grands artistes trouvent leur propre rythme, et que parfois l'histoire la plus puissante est celle qui se déroule en silence, dans l'espace après les derniers applaudissements.